Public Sénat, en partenariat avec France Culture et avec le soutien du Centre national du livre, présente Livrez-vous. Bienvenue dans Livrez-vous, l'émission littéraire de Public Sénat. Et aujourd'hui, on va vous parler de livres jeunesse avec 3 personnes. Je vous présente tout d'abord les 2 auteurs. Marion Brunet, on vous doit Frangine. Et Frangine vient de paraître en poche. Et puis une œuvre imposante que l'on voit ici et dont vous allez nous parler dans quelques instants. À côté de vous, Fabrice Collin, Nécropolis, l'appel du sémaphore, il vient de sortir, hein, c'est chez Nathan. Et puis alors en face de vous, une dame, Régina Tchando. Bonjour Régina Tchando, vous présidez le CNL. Le CNL, c'est notre partenaire, vous le retrouvez chaque semaine dans Livrez-vous. Et justement, ça va être l'occasion de nous dire... Régina Tchando, qu'est-ce que ce Centre national du livre? À quoi sert-il? Le Centre national du livre, c'est un organisme financé par l'État, par le ministère de la Culture, et dont le financement est dédié à toute la chaîne du livre. Des auteurs, traducteurs, éditeurs, libraires. Plus récemment, dans le cadre du plan d'urgence bibliothèque. Et oui, parce que vous avez fait beaucoup de choses pendant le confinement. Voilà. Toute la vie littéraire, c'est peut-être un peu prétentieux, mais en tous les cas, 130 festivals de littérature partout en France. Et enfin, le festival que nous lançons bientôt, Partir en livre. Partir en livre, qui est donc dirigé vers la littérature jeunesse. Dans quel but ? Justement, dans le but de faire naître ou renaître, pour certains, découvrir la littérature sous un angle qu'on essaye de rendre plus ludique. J'aime pas le mot parce qu'il y a des choses très sérieuses dans Partir en livre, mais en même temps avec une approche très vivante de la lecture. On y reviendra. Et alors, on ne va pas assommer nos téléspectateurs avec des chiffres, mais vous faites beaucoup de sondages, d'études, Régina Tchando, pour essayer de comprendre quel est le rapport des Français avec le livre. Les jeunes lisent quand même moins qu'avant. Oui. Les jeunes lisent moins qu'avant, on imagine très bien les raisons pour lesquelles ils lisent moins. Ils sont extrêmement sollicités par les écrans de toute taille, par les réseaux sociaux, avec un sentiment parfois que la lecture les isole. C'est pas un plaisir collectif et partagé, avec le sentiment qu'elle est obligatoire, parce qu'on se fait souvent très fortement solliciter, à la fois par le corps enseignant, ce qui est normal, mais aussi par les parents. Et donc, la lecture comme une contrainte. Et je pense qu'il faut arriver, et c'est un des objectifs phares du Centre national du livre, hein, à faire en sorte que la lecture soit vécue comme un plaisir pour soi. Alors, une chambre à soi. On va voir quels sont les différents efforts qu'on peut produire, mais tout d'abord, on peut faire de bons livres comme les vôtres. On vous a choisi, Fabrice Collin et Marion Brunet, parce que vos ouvrages sont des ouvrages que l'on lit avec beaucoup de plaisir. Ils appartiennent à une catégorie, je vais le dire en français, parce qu'il y a un terme marketing en anglais, mais pour jeunes adultes, Marion Brunet, Frangine, par exemple, c'est une histoire qui est une histoire très sérieuse, puisqu'il s'agit donc de 2 enfants qui sont nés d'une PMA dans un couple formé de 2 femmes et qui sont confrontés notamment à l'homophobie. Pourquoi avoir décidé de traiter de ce thème pour des enfants ? Alors, c'est pas pour des enfants, hein, c'est pour des adolescents. Quand même. Young adulte, voilà, comme on dit en français. Alors, pour moi, quand j'écris, au départ, je me dis pas que j'écris pour des ados. En fait, j'ai l'impression que c'est un public beaucoup plus vaste et que selon souvent l'âge de mes personnages, je vais plutôt aller vers une édition jeunesse ou vers une édition adulte. Puisque globalement, mes romans qui sont en jeunesse ou en adulte traitent de problématiques sociales parce que c'est ce qui m'intéresse, ce qui les injustices, l'engagement, voilà, tout ça, c'est les thèmes qui m'intéressent. Des thèmes sérieux. Oui. Parce que je pense que les jeunes sont aussi friands de ça et que ça m'intéresse d'aller vers eux avec ces questions-là. Et d'ailleurs, quand je les rencontre, lors des rencontres publiques autour de mes romans, je sens qu'il y a un vrai intérêt pour toutes ces questions-là. Ils ne sont pas déconnectés du monde. Comment faire pour écrire, donc là en l'occurrence l'histoire de Joachim et de Pauline,
ces frères et cette sœur qui sont donc confrontés à cette question-là. Comment vous vous mettez à la place, si on se met à la place d'un public donc d'adolescents? Pour moi, ce sont des enfants, vous dites des ados, parce qu'effectivement, c'est plus précis que cela. Alors moi, je pense que je vais plutôt chercher dans mes propres souvenirs de cette période-là que dans les jeunes que je vois autour de moi. Mais je pense que c'est quand même un peu un mélange des deux. Et je trouve que c'est un âge absolument passionnant, puis qui est assez romanesque, puisque c'est quand même le moment des premières fois. Donc c'est forcément passionnant, parce que voilà, c'est la découverte, c'est le moment aussi des choix, le moment des ruptures familiales, entre donc le moment où on choisit de rester ou de quitter un univers familial, comment on se positionne par rapport à ce milieu-là, aux idées, enfin voilà, tout ce que ça brasse de cet âge-là. Moi, je trouve que c'est absolument passionnant. Et c'est très sérieux. Ce qu'ils vivent est très sérieux. Fabrice Collin, c'est très sérieux aussi ce que vous faites. Alors, il y a une partie, c'est de l'héroïque fantasy, comme par exemple Nécropolis. Puis il y a une autre partie, vous écrivez des ouvrages consacrés à des grandes femmes, de grands hommes, Simone Veil, Barack Obama, Marilyn Monroe, pour des jeunes, c'est chez Albin Michel. Là aussi, comment fait-on découvrir, par exemple, Simone Veil à des enfants? Alors déjà, ce sont des ouvrages qui sont consacrés à la jeunesse de ces personnalités. C'est-à-dire qu'on s'arrête généralement, dans le cas de Simone Veil, je me suis arrêté quand elle s'est mise à travailler, quand elle est devenue mère à son tour, c'est-à-dire quand elle quitte vraiment le premier âge, on va dire. Il y a tout un travail de documentation, évidemment, à fournir. L'idée est de montrer en quoi la jeunesse de ces personnalités va informer ce qu'elles vont devenir par la suite. Donc il ne s'agit pas nécessairement de les ériger comme exemple, mais il y a un peu de ça quand même, c'est-à-dire dire aux lecteurs, ces gens ont eu votre âge également, ils ont affronté, dans le cas de Simone Veil évidemment, de grandes difficultés, une adversité massive, et puis par la suite ils ont réussi à surmonter ces épreuves-là et à devenir les personnes qu'on connaît, que vous connaissez peut-être en cours d'histoire, que vos parents connaissent, mais on va nous s'attacher à les montrer dans cette prime jeunesse qui est, comme le disait Marion, l'âge des premières fois où ils vont aussi commencer à se construire. Et l'héroïque fantasy, alors donc l'autre partie de votre travail Alors là on est dans les littératures de l'imaginaire, c'est-à-dire que on devient créateur de monde, raconteur d'histoire. Là dans le cas de Nécropolis par exemple, c'est une histoire qui met en scène des adolescents qui sont gardiens de cimetières, mais c'est pas le cimetière traditionnel, c'est un cimetière qui est peuplé de créatures mort-vivantes, c'est-à-dire qui sont susceptibles de se réveiller. Donc c'est un cimetière qui n'est pas sous contrôle, on va dire, et les créatures qui l'habitent sont susceptibles de sortir de leur tombe ou de venir hanter les mortels. Et donc ces apprentis gardiens, qui sont 4, sont chargés d'y mettre bon ordre. Régine Atchondo, justement, on voit la diversité de cette littérature jeunesse. Comment la promouvoir? Comment vous faites au CNL pour permettre à ces différents livres de rencontrer leur public? Alors, de manière générale, en matière de littérature, là, on vient pour la première fois de tester des nouveaux formats de podcast qui rencontrent un certain succès à l'échelle du CNL. On n'est pas un GAFA. Mais on a l'intention de s'emparer des réseaux sociaux pour rendre beaucoup plus visible la littérature jeunesse et la littérature de manière générale, la rendre beaucoup plus visible, avec des petites formes courtes, pouvoir donner envie de lire un livre, de l'acheter. Et puis, pour les jeunes, dans l'étude, puisque vous dites qu'on fait beaucoup d'études à raison, parce qu'on essaye de comprendre. Pourquoi effectivement, en l'occurrence, les jeunes lisent moins, mais c'est pas que les jeunes, les lecteurs aussi lisent moins, sauf pendant le confinement où les lecteurs traditionnels ont acheté plus de livres, mais sinon globalement tout le monde lit moins. Mais oui, parce que on n'arrêtait pas de se gargariser du bon état, à juste titre, de la librairie pendant le confinement. Malgré tout, dans les études que vous avez faites, il y a 2 ou 3 bémols. On a eu raison de se gargariser, puisque la lecture, les librairies sont de loin, et le livre est de loin le marché qui a le mieux tenu, malgré les fermetures, puisqu'il n'a perdu que 3%, même si j'aime pas trop toujours donner des chiffres, mais quand même 3%, c'est peu par rapport à ça, quand on compare à d'autres activités culturelles ou artistiques. Je pense aux jeux vidéo, par exemple, que les jeunes aiment, il a baissé davantage que le livre.
pendant le confinement. Mais on s'est rendu compte, après, avec nos études, que c'est beaucoup plus les lecteurs traditionnels qui ont plus lu que nous n'avions élargi le nombre de lecteurs. Et c'est ça notre souci fondamental. Et pour les jeunes, ce qu'ils réclament en tous les cas dans toutes les études que l'on fait, et on va en faire une spécifiquement pour les jeunes l'an prochain, dont on pourra vous réserver l'exclusivité si vous voulez, dans le cadre de notre partenariat, ils réclament qu'on les prenne par la main. Ils sont un peu perdus. Et ils aimeraient qu'il y ait des clubs de lecteurs du même âge qu'eux. Ils n'ont pas une grande confiance dans les adultes. Ils n'ont pas une grande confiance dans les médias. Ils ont besoin... Excusez-moi. C'est comme les plus âgés, quoi, en fait. Ils ont besoin d'être entre eux et de se conseiller des choses. Ils y croient beaucoup plus. Et donc, on va essayer de créer non seulement des clubs de lecteurs avec des personnes en chair et en os qui peuvent se voir, se croiser si elles le souhaitent, mais aussi des clubs virtuels d'échange de bons conseils. Marion Brunet, vous en rencontrez beaucoup, Fabrice Collin aussi, des lecteurs. Vous êtes plutôt optimiste sur la jeune génération ? Oui, moi je suis optimiste. Après une période aussi où je pouvais être un peu, oui, les jeunes... parce qu'ils n'ont pas les mêmes repères que moi non plus, qu'il y a toute la partie technologique qui m'échappe totalement, parce que je suis vraiment pas douée sur cette question-là. Voilà, tout ce qui est réseaux sociaux, c'est moi qui suis perdue pour le coup. Et je me dis... Ben non, ils amènent d'autres choses avec leurs outils, mais je trouve que c'est quand même une génération qui évolue, qui se pose plein de questions, je trouve qu'ils ont avancé sur certains sujets là où nous... Lesquels, par exemple ? Eh ben, par exemple, vous parliez de mon roman Frangine, donc qui est mon premier, qui est sorti en 2013. J'ai rencontré beaucoup de jeunes et la question de l'homophobie dans des tas de cas, elle se pose même plus pour eux. C'est vrai qu'à cet égard, la tolérance progresse, et ça, c'est quelque chose dont on peut se féliciter, mais leur rapport au livre... Ils sont en train de prendre un petit peu en pleine face, je dirais, quelque chose qui est sans précédent dans l'histoire de la technologie et de la culture, c'est-à-dire cet afflux monumental d'informations, de sollicitations, etc. Et comme nous, parce que moi, contrairement à Marion, je plaide coupable, j'ai été aussi, moi je me considère presque victime des réseaux sociaux, non pas de la façon dont j'ai été traité, mais du temps que j'y ai perdu, on peut dire. Et c'est pas évident de se débarrasser de ça et de faire le point et de dire est-ce que tout ça m'apporte réellement quelque chose ? Est-ce que ça me grandit ? Est-ce que ça me nourrit ? Est-ce que ça me rend heureux ? Il faut du temps et j'imagine que s'il m'en faut pour moi... Eh bien, il faut du temps pour répondre non, quoi. Ouais, exactement, oui. Et puis pour comprendre pourquoi on répond non et puis pour pas non plus tomber dans la caricature et dire voilà, plus de technologie, c'est terminé, mais arriver à trouver un juste équilibre et revenir vers les plaisirs incomparables qu'offre la lecture. Mais ce qui veut dire quand même, parce que les réseaux sociaux, bon, en dire du mal, c'est assez simple. On peut tous, je pense, se retrouver pour en dire du mal, mais dans le même temps, ça veut dire que l'écrit aussi, il perdure, ce qui n'était pas évident. Oui, moi je suis un petit peu réservé là-dessus parce que dire que quand on lit des statuts Twitter ou des commentaires Instagram, on est lecteur, moi ça me paraît un petit peu exagéré. Certes, on est en train de lire des mots qui forment des phrases, et encore pas toujours. Vous écrivez des SMS, vous faites... Oui, absolument, mais bon, encore une fois, ce sont deux choses différentes. Moi, je pense pas qu'il faille dire aux jeunes, tu perds ton temps avec les réseaux sociaux. Par définition, on peut pas, s'ils sont vraiment sociaux... On va demander à Régine Atchondo de trancher ce débat. Moi, je pense que vous avez raison. Ils évoluent dans un univers, y compris nos enfants, alors qu'on n'a pas un écart monstrueux avec eux. En tous les cas, moi, je me sens par ailleurs très proche, alors qu'ils sont très jeunes. De ce point de vue-là, on est dans une situation qui est totalement différente. L'accélération a été énorme avec la 5G. Ça va être 10 fois pire ou mieux. Ça dépend de quel côté on verse. Personnellement... Je pense que le temps est plus, me semble-t-il, perdu, qu'il n'apporte véritablement de choses très grandifiantes, en tous les cas pour son être personnel, son intimité, son architecture intérieure, son sens critique. Une fois qu'on a dit ça, on n'a rien dit. C'est comme ça.
c'est comme ça, et s'ils s'éloignent de ça, ils perdent aussi finalement le contact avec leur père. Donc il faut arriver à ne pas opposer réseaux sociaux, perte de temps et plaisir de la lecture, qui est une chose très particulière. Je pense en revanche que l'approche qui est la vôtre, et je dis pas ça parce que vous êtes là ce matin sur ce plateau, est intéressante. Il faut aussi leur parler du monde dans lequel ils sont, leur écrire des livres qui leur parlent de ce qu'ils vivent, et ne pas toujours être aussi dans la nostalgie permanente de lectures entre guillemets dites de qualité qu'on opposerait à des lectures qui seraient de moins de grande qualité. Voilà, je crois que nous aussi, il faut à notre génération, il faut qu'on s'ouvre dans l'éducation aussi, qui est celle qu'on peut donner à nos enfants ou à nos... Je suis d'accord avec ça, et entre autres, je pense aux classiques qu'on a tous lus ou qu'on a été obligés de lire à un moment, qu'on a aimé, qu'on les ait aimés ou pas. Et avec cette phrase qu'on nous disait tout le temps, de lire les 50 premières pages, tu vas voir, après c'est bien. Mais non, moi aujourd'hui je lis pas 50 pages que je n'aime pas avant de rentrer dans un roman, c'est pas vrai. Même ma façon de lire, elle a changé, donc je comprends que des jeunes aient aussi envie d'être dans des littératures aussi, on va aller... C'est-à-dire, elle a changé, c'est-à-dire que, bon alors, vous disiez tout à l'heure que les réseaux sociaux c'était pas votre truc, mais peut-être qu'à votre corps défendant, ça a changé votre manière de lire. De toute façon, un film n'est plus construit comme auparavant. Je pense au cinéma, je pense à la lecture, je pense aux séries. Effectivement, il y a quelque chose de plus immédiat. Alors on peut dire ouais, c'est négatif, ça parle d'un rapport au monde où on veut tout de suite, mais ça donne aussi des fictions qui sont incroyablement happantes dès le départ, et même moi en tant qu'adulte j'adore ça, j'adore qu'on m'attrape comme ça, que ce soit dans un film ou dans un roman, où dès le premier chapitre je vais avoir une scène et on m'embarque, et j'ai l'impression que en jeunesse, peut-être que la particularité de la littérature jeunesse, c'est un peu ce qu'on peut y trouver. C'est de raconter une histoire et de la raconter en allant chercher le lecteur comme ça, en lui disant « Oh là là, toi, tu vas rester là et tu vas voir, je vais te raconter une super histoire. » Qu'est-ce que vous en pensez, Fabrice Collin ? Je suis assez d'accord. On ne fait pas en littérature jeunesse, on ne fait pas, entre guillemets, littérature. C'est-à-dire on ne fait pas le malin. On essaie évidemment d'écrire le mieux possible. On s'adresse à des lecteurs adultes en devenir aussi. Mais ce qui va primer, c'est l'histoire. Moi, j'aime pas trop le terme de message, mais c'est vrai qu'on commence à faire passer des valeurs. Et puis, comme c'était souligné, on participe aussi à l'édification de cette fameuse architecture mentale du citoyen en devenir. Mais alors, vous faites notamment de l'heroic fantasy. Vous ne faites pas que cela, mais l'heroic fantasy, c'est lorsqu'on regarde ces catégories, Regina Chondo, quand vous faites des sondages, on voit que c'est quand même un genre qui est très populaire, qui parle aux jeunes et aux moins jeunes d'ailleurs. Oui, parce qu'il y a aussi cet attrait de l'imaginaire qui est quand même pas à négliger. C'est-à-dire que certes, il faut qu'on parle aux jeunes du monde dans lequel ils sont, mais il faut aussi qu'on les fasse rêver. Est-ce que les deux s'opposent ? Est-ce que faire de l'heroic fantasy... Non, absolument pas. D'ailleurs, c'est aussi une manière de parler du monde. Oui, bien sûr. On peut aussi, oui. Alors, par exemple, la science-fiction, si on se place dans un futur plus ou moins lointain. Moi, je dis toujours, en écrivant de la science-fiction, on écrit aussi sur le présent, parce qu'on écrit sur la façon dont les choses pourraient se passer, on extrapole à partir d'une situation donnée. Voilà. Il y a le futur et puis il y a aussi le passé, et le passé, ça concerne l'invité qu'on n'a pas pu inviter. Et cet invité qu'on n'a pas pu inviter, c'est l'un des auteurs qui compte en littérature jeunesse, c'est tout simplement Alexandre Dumas, et on a choisi Les Trois Mousquetaires. Est-ce que ça vous parle, Marion Brunet, Les Trois Mousquetaires, Alexandre Dumas ? Oui, énormément. Je crois que c'est un de mes livres préférés. Je crois que c'est le livre que j'ai le plus lu dans ma vie, puisque je le relis régulièrement. Je crois que je l'ai tellement comment on le lu relit, qu'est-ce qu'on y qu'il faut trouve ? que j'arrête parce que je le connais trop par cœur. Qu'est-ce que j'y trouve ? Moi, j'y trouve vraiment le souffle de l'aventure, de l'histoire, déjà, c'est quand même l'ancêtre des séries, puisqu'on est dans du feuilleton. On est aussi dans une grande histoire d'amitié. Pour moi, c'est le plus beau roman d'amitié qui existe. On sent aussi une véritable réjouissance de l'auteur quand il écrit. Moi, j'ai l'impression que Alexandre Dumas s'amuse et qu'on partage ça avec lui. C'est le souffle épique. J'adore. Fabrice Collin. Ça me parle d'autant plus que le premier roman que j'ai publié, alors pour les adultes, mais en fantasy, c'est aux éditions Bragelonne, donc un nom qui parlera aux amateurs, et que le premier livre dont j'ai gardé un grand souvenir de lecture, alors c'est pas Les Trois Mousquetaires, c'est Le Comte de Monte Cristo, et c'était un livre qui m'avait été offert comme premier prix de je sais plus quoi quand j'étais en... Donc vous étiez un bon élève, il faut le savoir pour devenir un auteur. Ouais. C'est vraiment pas une obligation, voilà, mais ça fait pas de mal.
Et sinon, il y a d'autres noms qui comptent pour vous en littérature jeunesse d'hier ou d'aujourd'hui? Alors, en littérature d'hier, moi, le premier nom qui me vient à l'esprit, c'est Maurice Sendak, l'auteur de Max et les Maximonstres, qui est vraiment là un album, hein, qui n'est pas un roman, qui est vraiment un livre pour les petits, mais aussi pour les grands, puisqu'il y a une force symbolique et je dirais même un contenu psychanalytique très très fort. Et c'est un livre qui continue à rester en moi 45 ans après, quoi. Régine Atchondo, la place des classiques, que fait le CNL, que fait-il aussi auprès des bibliothèques? Parce que vous avez toute une action en faveur de la lecture dans les bibliothèques. Auprès des bibliothèques, on a surtout une action à l'égard des publics, ce qu'on appelle les publics empêchés, handicap, etc. Donc avec des outils spécifiques. Et puis nous avons développé récemment, et donc on n'a pas encore suffisamment de recul, des aides sur des projets portés par des bibliothèques autour justement de enfance et jeunesse. Et quand je vous entendais parler par exemple d'Alexandre Dumas, à raison, avec une dimension très jubilatoire, on sent que votre corps parle presque pour le plaisir qui a été le vôtre. C'est en cela que je dis qu'il ne faut jamais opposer littérature contemporaine, littérature classique. Mais je pense que la littérature jeunesse aujourd'hui, qui parle plus directement aux jeunes, est un moyen aussi de les emmener vers une littérature plus classique. On n'est pas obligé d'attendre 50 pages pour prendre du plaisir, où on peut aussi se préparer à être dans une situation de tension et d'attention pendant 50 pages, en attendant le plaisir. C'est-à-dire le rapport au temps court est une chose aussi que la lecture permet peut-être d'éviter, et je ne dis pas qu'il ne faut pas avoir aussi un rapport au temps court, mais je pense aussi qu'il faut qu'on arrive, et la lecture est probablement l'art qui l'invite le plus, cultiver une forme de temps long pour soi. Par moment, ça me paraît faire partie de l'équilibre. Et justement, lorsque l'on écrit vos romans, Marion Brunet, est-ce que vous y pensez? Est-ce que il y a justement dans votre manière d'écrire quelque chose qui relève, je ne sais pas, de la pédagogie, parce que peut-être que l'on ne ferait pas de la pédagogie pour des adultes, mais on a envie de le faire pour des adolescents? J'espère que non. En tout cas, je fais tout pour qu'il n'y en ait pas. Et parce que moi, personnellement, je trouve qu'il n'y a rien de pire quand on lit que d'avoir l'impression qu'on veut nous faire penser quelque chose. Donc je préfère essayer d'interroger, de poser des questions et d'amener le lecteur à les vertus morales se découvrent dans l'histoire. Oui, et que la morale, elle soit finalement aussi celle que chacun a envie d'y mettre. Après, on écrit avec ce qu'on est. Évidemment, les histoires que j'écris, le simple choix de mes personnages, du lieu, du contexte, dit déjà quelque chose. Je trouve que c'est déjà suffisant. Après, et puis la morale soit écrite en gros, ça me déplaît un petit peu. Fabrice Collin, parce que vous parlez par exemple de grands personnages historiques édifiants, on en parlait, Obama, Simone Veil. Oui, mais moi je suis d'accord avec Marion, les faits parlent d'eux-mêmes de toute façon. Bon, on écrit d'une certaine position, on vient d'un endroit, mais ensuite, si j'écris pour la jeunesse, moi c'est principalement pour le plaisir de raconter des histoires, d'emmener le lecteur soit dans des mondes imaginaires, soit dans des dimensions psychologiques qu'il n'avait pas encore explorées, mais j'ai jamais pensé en termes de voilà le message que je voudrais faire passer. Et maintenant, il y en a probablement. On laisse au lecteur normalement le soin de les découvrir et de faire sa propre interprétation. Régine Atchondo, il y a quand même un obstacle auquel on est confronté. Moi, j'y suis confronté, par exemple, avec ma fille que je salue. Donc, Alma, 7 ans, a peur d'être perçue comme une intello. Et c'est un vrai souci pour elle. Et je pense que même si elle dit ça peut-être pour embêter son père, elle le dit aussi peut-être parce qu'aujourd'hui, c'est pas toujours bien vu d'avoir un livre. Vous le montrez d'ailleurs dans votre étude, il y a une frontière nette entre le collège et le lycée. Et à partir du lycée, les choses se compliquent. Oui, même avant. Je dirais que les choses se compliquent après la 5e, enfin en tous les cas, 14 ans. Il faudrait que le livre redevienne à la mode. 13-14 ans. Je pense que d'ailleurs on le constate dans toutes les formes d'apprentissage, par exemple dans les conservatoires, puisque dans une vie précédente j'ai eu à m'occuper des conservatoires de musique et du spectacle vivant. Les enfants commencent à lâcher à ce moment-là.
on est dans cette situation que vous décrivez très très bien de l'adolescence où toutes les premières fois arrivent, toutes les questions se posent. C'est les premières fois, puis les dernières fois aussi, parce que c'est ça, là, en l'occurrence, qui nous embête plutôt avec le livre. Moi, je crois beaucoup à la rencontre, en revanche. Vous parliez tout à l'heure du goût que vous avez pour aller rencontrer les collégiens ou les lycéens, je suppose, quand vous y êtes conviés, vous aussi. Ça, je pense que c'est une chose qu'il faut qu'on développe énormément. De la même manière que les résidences d'auteurs. Mon rêve, ce serait qu'il y ait un auteur par école, par collège, par lycée. Là, cette année, dans Partir en livre, on va tester pour la première fois la présence d'auteurs dans les colonies de vacances, avec bien sûr un temps qui est que pour eux, pour leur travail. Il ne s'agit pas de les transformer en médiateurs culturels, mais un temps aussi où ils peuvent venir parler avec les jeunes de leur travail, de leur participer éventuellement à des ateliers d'écriture. Je pense que le passage aussi de l'écrit pour arriver à la lecture est une chose très importante. Donc il y a énormément d'initiatives à prendre et puis il faut les rendre plus équilibrées aussi à l'échelle de toute la France. Parce que certaines régions sont beaucoup plus développées que d'autres de ce point de vue-là. Et la présence d'auteurs comme vous l'êtes aujourd'hui dans certains établissements scolaires n'est pas suffisamment systématique. Et la rencontre est toujours un élément très important. Tous les adolescents le disent. Allez. Tous les adolescents disent que ça change leur regard. Vive Partir en livre. On souhaite bon vent à cette 7e édition Régina Tchondo et l'occasion donc de lire de bons livres. Frangine, Marion Brunet aux éditions J'ai lu et Nécropolis de Fabrice Collin. L'appel du sémaphore est séché. Nathan, à très bientôt sur Public Sénat. Public Sénat, en partenariat avec France Culture et avec le soutien du Centre national du livre, vous a présenté Livrez-vous.